Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au MH370. On va aborder la conférence qui se déroule au 8e jour de la disparition de l'avion. Cette conférence est un tournant dans l'affaire du MH370 puisque c'est une déclaration du Premier ministre de l'époque, Najib Razak. Donc on est bien au 15 mars 2014. Et donc il annonce la fin des recherches en mer de Chine en basant ces informations-là sur des données satellites. Donc on va creuser un petit peu plus tout ce qui est dit, essayer de décrypter ce que dit le Premier ministre, parce que forcément il ne dit pas tout, c'est une déclaration, on va dire, publique, politique, mais qui n'est pas technique. Néanmoins, il y a quelques éléments sur lesquels je vais pouvoir vous amener de nouvelles informations, enfin du moins des précisions, sur pourquoi ils prennent certaines décisions, pourquoi à certains moments le ministre dit certaines choses, de façon à décrypter le discours et ne pas rentrer dans une logique de dire regardez, les Malaisiens mentent, ils cachent ci, ils cachent ça. On va regarder vraiment ça de manière pragmatique et vous verrez que finalement, les autorités malaisiennes, à ce moment-là, sont quand même relativement transparentes. Prime Minister Najib Razak is going to meet international media. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Very good afternoon. Can you hear? Can you hear me? Hello? Can you hear? 7 days ago, Malaysia Airlines flight MH370 disappeared. We realize this is an excruciating time for the families of those on board. No words can describe the pain that must be going through. Our thoughts and our prayers are with them. I have been appraised of the ongoing search operation round the clock. At the beginning of the operation, I ordered the search area to be broadened. I instructed the Malaysian authorities to share all relevant information freely and transparently with a wider investigation team. And I requested that our friends and our allies join the operation. As of today, 14 countries, 43 ships, and 58 aircrafts are involved in the search. I wish to thank all the governments for their help at such a crucial time. Since day one, the Malaysian authorities have worked hand in hand with our international partners, including neighboring countries, the aviation authorities, and a multinational search force, many of whom have been here on the ground since Sunday. We have shared information in real time with authorities who have the necessary experience to interpret the data. We have been working non-stop to assist the investigation, and we have put our national security second to the search for the missing plane. It is widely understood that this has been a situation without precedent. Alors pour traduire un petit peu ce qui est dit en introduction de ce discours, le ministre reconnaît que c'est bien lui qui a ordonné
l'extension de la zone de recherche. Ça, cette information-là, on peut la retrouver puisqu'il y a eu un communiqué de presse du cabinet du Premier ministre qui a été publié moins de 24 heures après la disparition, donc le samedi en fin de journée, annonçant une extension de la zone de recherche au détroit de Malacca, c'est-à-dire de l'autre côté de la Malaisie. Donc on sait de toute façon, on peut confirmer ce qu'il dit, qu'il a bien étendu les zones de recherche, et ce dès le premier jour, même s'il ne le dit pas dans ce discours-là. Il dit également qu'il a donné des consignes aux autorités malaisiennes pour on va dire, partager toutes les informations librement et de manière transparente aux équipes d'investigation. Alors là, attention, il faut bien préciser, on parle des équipes d'investigation, des enquêteurs. Pour ce qui est des médias, donc dans les conférences de presse, oui, les autorités ont quand même relativement donné des informations de manière transparente, il faut aussi le reconnaître, et je vous renvoie vers toutes les vidéos que j'ai faites sur les jours précédents concernant les conférences de presse, et vous pourrez vous rendre compte par vous-même que c'est quand même très globalement le cas. Il y a des petites erreurs qui sont corrigées régulièrement, mais par rapport à ce que certains journalistes peuvent dire ou laisser entendre, non, les autorités dans les premiers jours ont été parfaitement transparentes. On sait également qu'il y a 14 pays qui sont inclus dans les recherches, 43 navires, 58 avions. Faut bien se rendre compte qu'on est sur un nombre d'équipements, que ce soit des navires ou des avions, qui est quand même très important pour des recherches. Je n'ai pas souvenir qu'on ait eu autant d'avions déployés pour rechercher un avion disparu. Ce qu'il dit également, c'est que les autorités malaisiennes ont travaillé main dans la main avec des partenaires internationaux, ce qui est le cas en matière de police, notamment Interpol. On peut parler également des équipes d'enquête NTSB, FAA, on en parle un petit peu plus loin dans la conférence, de la FAA et de la NTSB, mais également de la EIB. Voilà. Et que certaines équipes sont là depuis dimanche. Voilà. Ensuite, ce qu'il explique également, c'est qu'ils ont mis les impératifs de sécurité nationale au second plan dans les recherches de l'avion. Alors ça, je sais que ça ne va pas forcément plaire à certaines personnes, mais la réalité, c'est que c'est quand même vrai. C'est vrai pourquoi ? Parce que les informations provenant des radars militaires, qui sont des radars primaires, ce sont des informations qui sont généralement pas communiquées aux partenaires étrangers, et notamment à des équipes de recherche comme ça. Donc, ce sont des informations qui sont quand même sensibles par rapport aux performances des données radars, etc. Et ces informations-là ont été communiquées. C'est pour ça que d'ailleurs, plusieurs années plus tard, enfin pas si longtemps après, je crois que c'est 1 an ou 2 ans après, la Malaisie a annoncé une refonte complète de ses radars et de son système de défense aérienne. Parce que les informations qu'ils ont divulguées lors de ces recherches avec les différentes équipes, dévoilaient certaines capacités de l'armée malaisienne. Donc il faut aussi comprendre que ce qu'il dit là, c'est vrai. Il termine là sur cette partie-là en disant que cette situation est sans précédent. Il faut reconnaître que c'est vrai. À aucun moment on a eu de situation avec un avion qu'on cherche à un endroit, puis on se rend compte qu'en fait l'avion a fait demi-tour et qu'il va dans un endroit où on ne sait toujours pas où il est. Donc c'est vraiment une situation sans précédent. We have conducted search operation over land in the South China Sea, the Straits of Malacca, the Andaman Sea, and the Indian Ocean. At every stage, we acted on the basis of verified information, and we followed every credible lead. Sometimes these leads have led nowhere. There has been intense speculation. We understand the desperate need for information on behalf of the families and those watching around the world. But we have a responsibility to the investigation and the families to only release information that has been corroborated. And our primary motivation has always been to find the plane. Là, le ministre parle bien qu'ils ont conduit des opérations de recherche sur le territoire malaisien, comme il dit, overland, également en mer de Chine, enfin sud de la mer de Chine,
le détroit de Malacca, la mer d'Andaman et l'océan Indien. Donc il pose vraiment bien l'évolution de la zone de recherche au fur et à mesure du déroulé des opérations. Ce qu'il dit également, c'est que certaines informations n'ont mené nulle part. Et là, on parle clairement des images satellites chinoises qui disaient qu'il y avait des débris en mer de Chine, et ça n'a jamais rien donné. Alors il n'y a pas que ça, il y a plein d'informations qui n'ont mené nulle part. Il dit également qu'il y a eu beaucoup de spéculations, mais que la responsabilité des enquêteurs, et pour les familles notamment, c'est de se baser sur la publication d'informations qui ont été corroborées, et ça c'est extrêmement important de le comprendre. C'est la base d'une communication. On ne publie des informations qu'à partir du moment où elles ont été corroborées, pas des rumeurs, quoi. Mais là aussi, je vous renvoie vers les conférences précédentes pour que vous compreniez un petit peu tout ce qui a pu se passer. In the first phase of the search operation, we searched near MH370's last known position in the South China Sea. At the same time, it was brought to our attention by the Royal Malaysian Air Force that based on their primary radar and aircraft, the identity of which could not be confirmed, made a turn back. The primary radar data showed the aircraft proceeding on a flight path which took it to an area north of the Straits of Malacca. Alors là, on va expliquer un peu plus, parce que ce qu'il dit, c'est quand même extrêmement important et il faut vraiment remettre les choses un peu dans le contexte de ce moment-là. Il précise bien que lors de la première phase des opérations de recherche, il cherchait bien le MH370 à partir de la dernière position, c'est-à-dire en mer de Chine. Mais ce qu'il dit également, c'est qu'au même moment, alors quand on dit au même moment, il faut bien comprendre dès le premier jour. On a rapporté à leur connaissance, c'est la Royal Malaysian Air Force, des informations basées sur des radars primaires qu'un avion, dont l'identité ne pouvait pas être confirmée, avait fait un demi-tour. Et que cette piste radar primaire montrait un avion qui avait une trajectoire qui amenait vers le nord du détroit de Malacca. Alors, j'ai déjà expliqué ceci par rapport aux données radar. Je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite sur la trajectoire radar de l'avion. Pourquoi les autorités ne peuvent pas confirmer l'identité de ce contact ? Il faut bien comprendre qu'un radar primaire ne détecte que la masse métallique de l'avion. Or, il y a un système essentiel qui permet d'identifier un avion qui a été coupé. C'est le transpondeur. Si vous n'avez pas ce transpondeur, le radar n'est pas en mesure d'identifier formellement un avion. C'est pour ça que les autorités malaisiennes, au début, sont prudentes. Et je suis tout à fait d'accord avec cette prudence dans les premiers jours pour dire on n'est pas certain à 100% qu'il s'agisse de l'avion. Oui, on a cet avion qui fait demi-tour, mais on n'a pas de transpondeur qui permet d'identifier formellement. Donc, je peux vous dire vraiment, en tant que contrôleur, il faut vraiment comprendre ça. On ne peut pas identifier formellement un contact radar primaire. Le seul moyen d'identifier un contact radar primaire, c'est-à-dire sans transpondeur, c'est d'avoir un contact bilatéral entre le contrôleur et le pilote, et de dire au pilote, par exemple, tournez à droite de 90 degrés. Et là, on va observer sur le radar la tâche radar primaire de l'avion. Si elle tourne bien à droite de 90 degrés comme on lui a demandé, là, ça va nous permettre de l'identifier. Voilà. Ou alors, on peut demander à un pilote de nous rappeler vertical un point bien précis. Et ça aussi, ça peut être un moyen d'identifier. Mais ça nécessite un contact radar bilatéral, c'est-à-dire dans les deux sens, entre un contrôleur aérien et un pilote, ce que l'on n'a pas ici. Donc, on ne peut pas identifier formellement ce contact radar primaire au premier coup d'œil comme ça. Donc, je suis tout à fait d'accord avec la prudence des autorités malaisiennes sur ce point, il faut bien le comprendre. Given this credible data, which was subsequently corroborated with the relevant international authorities, we expanded the area of search to include the Straits of Malacca and later
to the Andaman Sea. Ce qui précise ici, c'est que en se basant sur ces données radar, ils ont pris la décision d'étendre tout de même la zone de recherche au détroit de Malacca. Plus tard, ensuite, en mer d'Andaman, c'est-à-dire plus au nord. Personnellement, moi je trouve cette décision, elle n'était pas évidente à prendre, surtout dans les toutes premières heures de la disparition de l'avion. Ils ont quand même pris cette prudence de dire il est possible, il est même fort possible que ce soit le MH370, on va quand même continuer à chercher en mer de Chine, mais on va aussi chercher de l'autre côté de la Malaisie. Cette décision, elle n'était pas évidente à prendre et ils l'ont quand même prise. Par contre, si plusieurs jours plus tard, on avait dit, mais attendez, vous saviez que l'avion avait fait demi-tour, vous n'avez même pas commencé à chercher dans le détroit de Malacca, de l'autre côté de la Malaisie. On leur aurait de toute façon reproché aussi. Donc, ils ont eu quand même cette vision que je trouve tout à fait prudente et franchement, fallait la prendre, cette décision, de dire on va quand même aller chercher de l'autre côté de la Malaisie en se basant sur ces informations radar, même si on n'est pas sûr à 100% que ce soit l'avion. La décision n'était pas facile à prendre, ils l'ont quand même prise. Ça, il faut le reconnaître. Early this morning, I was briefed by the investigation team, which includes the FAA, NTSB, the AAIB, the Malaysian authorities, and the acting Minister of Transport on new information that sheds further light on what happened to MH370. Based on new satellite communication, we can say with a high degree of certainty that the aircraft communications addressing and reporting system, or ACAS, was disabled just before the aircraft reached the east coast of Peninsular Malaysia. Shortly afterwards, near the border between Malaysia and Vietnamese air traffic control, the aircraft transponder was switched off. Donc là, ce que l'on sait, c'est que tôt dans la matinée du 15 mars, eh bien, le Premier ministre a été donc briefé par l'équipe d'enquête de la FAA, du NTSB, de la AIB et également du ministère des Transports malaisien sur des nouvelles informations qui amènent un nouveau point de vue sur ce qui a pu se passer. Ce qu'il dit bien, c'est qu'en se basant sur de nouvelles informations satellites, il dit qu'on peut dire avec un haut niveau de certitude que le système ACARS, le Aircraft Communications Addressing and Reporting System, c'est le système qui envoie la position de l'avion toutes les 30 minutes, a été déconnecté juste avant que l'avion n'atteigne la côte est de la péninsule malaisienne. Alors, pour mieux comprendre, je vais vous mettre une image ici. Sur cette image, on voit bien que le Last ACARS Message, à 1h07, heure locale malaisienne, a été en effet juste avant que l'avion ne franchisse la côte malaisienne et qu'il arrive en mer de Chine. Alors, je vais minorer un petit peu ce que dit le Premier ministre ici. Oui, on a un dernier message avant que l'avion ne passe la côte malaisienne. Pour autant, on ne peut pas en déterminer de manière précise que la CARS a été déconnectée, comme c'est dit, désactivée, avant que l'avion ait passé la côte malaisienne. Pourquoi ? Parce que on a ce premier message-là, mais le prochain message était initialement prévu 30 minutes après ce message-là, pour avoir un message de position toutes les 30 minutes, puisque l'avion était configuré comme de manière de base, c'est-à-dire 30 minutes entre les messages de position. Or, ce que j'avais fait remarquer déjà dans la première version de mon livre, c'est qu'il y a quelque chose qui est assez troublant.
ça n'est peut-être pas 30 minutes. Pourquoi ? Quand on regarde le tableau des messages ACARS qui a été publié dans le rapport officiel, c'est un rapport factuel publié 1 an après, on a tous les messages ACARS. Vous avez ce tableau-là avec les messages et on se rend compte que l'écart entre les messages, il est de 5 minutes. Si on regarde le dernier message qui est à 17h06:43, alors sur l'image d'avant, c'était marqué 17h07, ça a été arrondi, mais on voit que le message qui était juste avant celui-là, il était à 17h01:43. Donc on a précisément 5 minutes entre les messages de position. Et la question que j'avais posée dans ma première enquête, et je n'ai toujours pas la réponse aujourd'hui, c'est est-ce que le prochain message ACARS était prévu 5 minutes après, comme les précédents messages, ou 30 minutes après, comme l'avion était censé être configuré? Mais je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas réussi à avoir de réponse de la part des autorités malaisiennes là-dessus. Donc, si le message suivant était prévu 5 minutes après, ça nous amène à 17h11 minutes. Et 17h11 minutes, c'est avant le dernier message radio. Et là, on a quelque chose qui peut être extrêmement important si vraiment ça s'est confirmé. Ça veut dire que l'ACARS, alors là, oui, l'ACARS a été coupée avant le dernier message radio. Donc, il y a peut-être déjà une préméditation avec quelqu'un dans le cockpit qui a déjà commencé à couper l'ACARS avant même que le dernier message radio avec le contrôle aérien n'ait lieu. Il faut bien comprendre ça, ça peut avoir un impact extrêmement important sur ce qui a pu se passer dans l'avion. À l'heure actuelle, je ne suis pas en mesure de statuer si cet ACARS a été coupé avant le dernier message radio ou s'il a été coupé après. Parce que si on part 30 minutes après le dernier message, ça nous amène à 17h36, c'est-à-dire au-delà du dernier message radio. Donc là, l'ACARS a très bien pu être coupé aussi après ce dernier message radio. Donc ça, j'explique vraiment ça en détail dans mon livre, parce que c'est un paramètre qui est extrêmement important et on n'a pas eu suffisamment de clarification de la part des autorités malaisiennes. Est-ce que ce prochain message qui était attendu était 5 minutes après ou 30 minutes après ? Voilà. Donc là, ce qu'il dit, c'est que l'ACARS a été déconnecté avant que l'avion ne passe la côte malaisienne. Eh bien, personnellement, j'estime qu'on n'est pas en mesure de dire si l'ACARS a été formellement coupé avant que l'avion ne passe la côte malaisienne. Voilà. Ensuite, sur la suite de ce qu'il dit. Il dit que après, le transpondeur de l'avion a été coupé. En effet, j'ai expliqué tout à l'heure, dès l'instant où on coupe le transpondeur, on perd l'identification sur le radar. Mais pour le contrôle aérien civil qui suit l'avion à ce moment-là, l'impact est encore plus fort parce qu'il n'y a pas de radar primaire sur le contrôle en route. Ce qui veut dire que dès l'instant où le transpondeur est coupé, l'avion va purement et simplement disparaître des radars. Alors, pas immédiatement, ça va prendre plusieurs secondes, ça va prendre plusieurs dizaines de secondes, ça dépend du système de traitement radar, mais contrairement à ce qui a pu être dit par certains journalistes, de dire qu'il y a par exemple 30 secondes, 40 secondes d'écart entre le moment où il disparaît des radars sur les radars malaisiens et vietnamiens, cet écart, il est tout à fait normal, parce que la couverture des radars n'est pas la même côté malaisienne que côté vietnamien. Donc, il faut bien comprendre que cet écart, il est tout à fait normal. Le système, il va continuer à entretenir la piste, même s'il n'y a pas le transpondeur. Il va attendre en se disant, est-ce qu'au prochain tour de radar, je vais peut-être avoir à nouveau le transpondeur qui va être détecté. Donc, dans ce cas, je ne vais pas supprimer la piste radar tout de suite. Je vais continuer à l'afficher pendant un certain laps de temps sur l'écran radar du contrôleur. Et donc, le radar va mettre jusqu'à 30-40 secondes. C'est tout à fait normal. Ça peut arriver que ce soit aussi long. Personnellement, moi, j'ai travaillé avec des systèmes où on est sur ce qu'on appelle des poursuites radar multicapteurs, c'est-à-dire qu'on a plein de radars qui regardent au même endroit, ce qui fait que vous allez avoir un radar qui va passer à cet endroit, 3 secondes plus tard, vous allez en avoir un autre, 2 secondes plus tard, vous allez peut-être en avoir un autre, ce qui fait que vous allez avoir plusieurs radars qui vont regarder au même endroit dans un laps de temps restreint, ce qui veut dire que le système radar, quand il va fusionner toutes ces infos, eh bien, il va se rendre compte plus rapidement que le transpondeur n'y est plus et donc le système va enlever l'avion de l'écran du contrôleur beaucoup plus vite. Mais si vous n'avez qu'un seul radar, il faut laisser le temps au radar de passer 1 fois, 2 fois, 3 fois, voire 4 fois pour ensuite déterminer j'ai plus cet avion à cet endroit-là et à ce moment-là, je l'efface de l'écran. Donc cet écart, il est tout à fait normal. From this point onwards, the Royal Malaysian Air Force primary radar data showed that an aircraft
which was believed but not confirmed to be MH370, did indeed turn back. It then flew in a westerly direction back over Peninsular Malaysia before turning northwest, up until the point at which it left military primary radar coverage. These movements are consistent with deliberate action by someone on the plane. Le ministre parle ici des informations du radar primaire militaire, ce qui précise bien ce que j'ai mis en rouge ici, but not confirmed, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas confirmer. J'ai expliqué tout à l'heure pourquoi il ne pouvait pas confirmer que c'était le MH370. C'est parce que le transpondeur avait été coupé, donc sans transpondeur, on ne peut pas identifier formellement un contact radar primaire. Donc il dit que le MH370 avait donc fait un demi-tour, qu'il avait volé en direction de l'ouest, au-dessus de la péninsule malaisienne, avant de tourner vers le nord-ouest, jusqu'à un point où il sort de la couverture radar du radar militaire malaisien. Dans mon ouvrage, là encore, quand j'ai étudié la partie radar, j'ai bien vérifié que ce dernier point de contact correspondait bien au bout de la portée du radar en question, avec un avion que l'on considère à une altitude de 30 000 pieds, est environ à 29 500 pieds, ce qui est annoncé dans une conférence de presse. Donc cette distance est tout à fait cohérente avec l'altitude qui est donnée de l'avion par ce radar. Alors, parce que ce radar est un radar 3D qui permet de déterminer l'altitude de l'avion. Donc, c'est tout à fait normal qu'on le perde à cet endroit et à cette distance du radar. Ce que précise le Premier ministre, et ça c'est extrêmement important, c'est qu'ils disent que ces mouvements sont cohérents avec une action délibérée de quelqu'un à bord de l'avion. C'est ce que je dis depuis le début. Depuis le début de mon enquête, j'ai dit on a forcément quelqu'un qui est aux commandes de l'avion. Pourquoi ? Parce qu'un avion, ça ne fait pas demi-tour tout seul. Donc on a quelqu'un qui pilote l'avion, on a bien une action qui est délibérée. Maintenant, par qui et pourquoi ? Là, la question, c'est beaucoup plus délicat de répondre, surtout dans les premiers jours de la disparition. Néanmoins, ce que dit le Premier ministre ici, contrairement à ce que peuvent dire certains journalistes en disant qu'on essaie de mettre la faute sur le pilote. Non, je suis désolé, tous les éléments que l'on a à notre disposition à ce moment-là, mais encore aujourd'hui, eh bien, ça permet d'affirmer avec certitude, et là je dis bien certitude, que l'on a quelqu'un aux commandes de l'avion. Donc, ce que disent les Malaisiens là, ils sont parfaitement transparents. Ce qu'ils disent, ils ont raison. Today, based on raw satellite data, which was obtained from the satellite data service provider, we can confirm that the aircraft shown in the primary radar data was flight MH370. After much forensic work and deliberation, the FAA, NTSB, AAIB, and the Malaysian authorities, working separately on the same data, concur. According to the new data, the last confirmed communication between the plane and the satellite was at 8:11 a.m. Malaysian time on Saturday, 8th of March. The investigation team is making further calculations which will indicate how far the aircraft may have flown after the last point of contact. This will help us to refine the search. Alors là, encore quelques précisions sont quand même nécessaires pour que vous compreniez un petit peu certaines de ces données. Donc,
Ce qu'ils disent bien, c'est que ces informations satellites viennent de la part du Satellite Data Service Provider. Un provider, c'est en gros le fournisseur de services satellites, qui n'est pas clairement nommé ici, mais c'est Inmarsat. Et donc, ça confirme que l'avion vu sur les radars primaires était bien le MH370. Pourquoi ça le confirme? Parce qu'en fait, si on regarde le cercle que donne le BTO, alors je vous renvoie vers la vidéo où j'explique ce qu'est un BTO, hein. Ce cercle donne la position de l'avion lors du premier contact, lorsque le système SATCOM se reconnecte. Alors là, on ne l'explique pas encore, mais lorsque le système SATCOM se reconnecte, eh bien, on a une position qui est étonnamment proche de la dernière position radar, puisque ça a lieu, c'est à peu près 10 minutes peut-être après la dernière position radar de l'avion, où on a perdu l'avion. 10 minutes après où on perd l'avion des radars, on a l'avion qui se reconnecte au réseau satellite, et donc on a cet arc qui nous dit l'avion il est sur ce trait. Et on voit bien que sur ce cercle, en fait, l'avion n'est plus du tout à l'est de la Malaisie, il est bien à l'ouest. Donc ça confirme bien que le plot radar primaire qui a été observé, c'est bien le MH370, il a bien traversé toute la Malaisie, il est bien du côté ouest de la Malaisie, donc ça confirme l'information radar qui ne pouvait pas être confirmée jusqu'à présent. Donc il faut bien comprendre que cette information d'Inmarsat, cette information de BTO, elle vient confirmer cette information radar. C'est pour ça que le ministre est là aujourd'hui, devant les caméras, pour expliquer pourquoi on arrête les recherches en mer de Chine. C'est extrêmement important de comprendre ça. Ce qui est dit, c'est qu'il y a 3 entités qui ont participé à ça avec les autorités malaisiennes. On a la FAA, le NTSB et la AIB. Pourquoi ces 3 entités? Certains aiment bien dire ce sont les Américains, ce sont les Anglais, c'est forcément les Five Eyes, c'est-à-dire des pays qui collaborent en termes d'espionnage, etc. Et donc forcément c'est suspect. Non, il n'y a rien de suspect là-dedans. La FAA, c'est l'autorité de certification du Boeing 777. S'il y a un souci technique sur l'avion, la FAA, c'est elle qui va prendre des mesures de régulation pour dire il faut corriger ça. Voilà, ça c'est au niveau mondial. C'est ceux qui vont décider qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on corrige sur un Boeing 777. La FAA, dès l'instant où un Boeing est concerné par une disparition, par un accident, la FAA est toujours concernée par l'enquête. Le NTSB, pareil, puisque c'est l'équivalent du BEA français, mais là c'est le NTSB américain. Et là aussi, c'est l'organisme qui va réaliser l'enquête de sécurité en collaboration avec les Malaisiens. Donc c'est les Malaisiens qui sont responsables de l'enquête de sécurité, mais le NTSB est forcément concerné, au même principe que si ça avait été un Airbus, le BEA français serait concerné parce que le BEA fait partie du pays de fabrication de l'avion. Donc le NTSB, c'est tout à fait normal qu'il soit concerné. L'AIB, les Anglais, qu'est-ce que viennent faire les Anglais là-dedans ? L'AIB est concerné pour 2 raisons. Déjà parce que à bord du MH370, l'avion est équipé en fait de moteurs Rolls-Royce qui sont des moteurs anglais. Mais pas seulement. Inmarsat est une société britannique. Et donc l'AIB participe à cette enquête parce qu'elle fait le lien entre les autorités malaisiennes et la société Inmarsat qui est une société britannique. De la même manière que le BEA ferait le lien entre un pays qui mène une enquête et par exemple Safran, qui est un groupe qui fabrique des systèmes pour les avions, notamment pour les Airbus. C'est une entreprise française, donc forcément Safran va être également concerné et le BEA va faire l'intermédiaire entre Safran et le pays qui mène l'enquête. Donc vous voyez que avant de voir des conspirations dans ce genre de choses, il y a des choses qui s'expliquent parfaitement et que l'on retrouve dans toutes les enquêtes. Ensuite, ce qui est dit, c'est qu'en se basant sur ces nouvelles données, la dernière communication de l'avion avec le satellite est à 8h11, le samedi 8 mars. Reprenons le dessin avec les BTO, on se rend compte que sur ce dessin, on a 8h11, on retrouve cette heure de 8h11, mais on a également une heure à 8h19. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à 8h19, ce qui se passe, c'est que l'avion, en fait, va se reconnecter au réseau. Donc, en réalité, le dernier message avec le satellite n'est pas à 8h11, il est à 8h19. Ce que donne le ministre à ce moment-là, c'est la dernière communication où l'avion a répondu au satellite. Et là, en effet, elle est à 8h11. Mais derrière l'avion,
il a perdu l'alimentation du SATCOM, il faut aller un peu plus dans le détail, mais il se reconnecte au réseau à 8h19. Mais cette connexion n'a pas pu se terminer, n'a pas été jusqu'au bout. Donc on n'a pas tous les éléments sur cette dernière communication. Ce qui est possible, c'est qu'à ce moment-là, c'est-à-dire dans les tout premiers jours, les autorités ne comprennent pas forcément pourquoi à 8h19 cette communication est incomplète. Donc ils considèrent peut-être qu'à ce moment-là, la dernière communication valide de l'avion est à 8h19. En réalité, bon, ça on verra plus loin, mais la dernière communication de l'avion, pour eux, ils considèrent que c'est à 8h11. Mais en fait, c'est 8h19, puisqu'en fait l'avion s'est reconnecté à nouveau au réseau derrière. Donc vous voyez, toutes ces informations-là, on les retrouve de manière technique, on les explique, donc il n'y a pas de choses qui sont cachées, il n'y a pas de choses qui sont inventées. On a des faits, on a des éléments concrets, mais encore faut-il arriver à les expliquer au public. Due to the type of satellite data, we are unable to confirm the precise location of the plane when it last made contact with a satellite. However, based on this new data, the aviation authorities of Malaysia and their international counterparts have determined that the plane's last communication with a satellite was in one of two possible corridors. A northern corridor stretching approximately from the border of Kazakhstan and Turkmenistan to northern Thailand, or a southern corridor stretching approximately from Indonesia to southern Indian Ocean. The investigation team is working to further refine the information. Là encore, je vais préciser un petit peu ce que dit le Premier ministre. Ce qu'il dit, c'est que à partir de ces données satellites, il n'est pas possible de confirmer la position précise de l'avion lorsque il a fait ce dernier contact radio avec le satellite. C'est du signal radio. C'est pas un échange radio comme on l'entend entre un contrôleur et un pilote, mais c'est de l'information radio. Donc oui, en effet, on ne peut pas déterminer avec précision la position de l'avion, et vous allez le voir après. Ce qu'il explique, c'est que la dernière communication permet de dire que l'avion a deux corridors possibles. Un corridor nord qui va donc du Kazakhstan au Turkménistan jusqu'au nord de la Thaïlande, et un corridor sud qui s'étend de l'Indonésie jusqu'au sud de l'océan Indien. Alors pourquoi on parle de ça? Mais parce qu'en fait, si vous regardez en fait la dernière position sur le 6e arc, ce que l'on a là, l'image que vous avez ici, en effet, vous avez la possibilité que l'avion soit sur ces traits rouges. Donc, où il est sur ce trait, eh bien, on ne sait pas. La seule chose que l'on sait, c'est que l'avion, lorsqu'il envoie une réponse au satellite, eh bien, le satellite va être en mesure de pouvoir calculer le temps que ça a mis pour le revenir au satellite, ce message, et donc on peut en déduire une distance. Donc on sait que l'avion est à une certaine distance du satellite, et c'est pour ça qu'on trace un cercle, parce que l'ensemble des points à égale distance d'un point, donc du satellite, c'est un cercle, tout simplement. Mais où est l'avion sur ce cercle, on ne sait pas. La seule chose qu'ils ont pu faire pour l'instant dans les premiers jours de la disparition, c'est à partir de la dernière position radar, c'est d'estimer à partir de la vitesse de l'avion, où est-ce qu'il pouvait être sur ce cercle? Parce qu'on est bien d'accord que l'avion ne peut pas être complètement à l'ouest, au-dessus de l'Afrique. Du point de vue de la vitesse, il n'aurait jamais pu atteindre l'Afrique. Donc il faut restreindre les possibilités en fonction de la vitesse maximale de l'avion. Et donc, les positions que l'on a en rouge sur ce trait, ce sont les positions qui étaient atteignables par l'avion. Donc l'avion, il peut être sur ces portions de cercle. Mais dans les premiers jours, ils sont incapables de pouvoir affiner ces informations. Ils n'ont utilisé que les BTO. Inmarsat n'a pas encore pu creuser les BFO qui vont permettre d'affiner certaines choses, et on le verra quelques jours plus tard, qui vont permettre d'éliminer le couloir au nord.
Et ça va permettre de discriminer entre le nord et le sud, le BFO. Mais à ce moment-là, pour l'instant, ils ont fait des calculs basés uniquement sur le BTO. Voilà pourquoi l'explication de ces deux corridors et de ces deux traits sur lesquels peut être l'avion et les pays qui sont concernés. Donc vous voyez, il faut aller chercher cette explication technique pour comprendre ce que dit le ministre à ce moment-là. In view of this latest development, the Malaysian authorities have refocused their investigation into the crew and passengers on board. Despite media reports that the plane was hijacked, I wish to be very clear. We are still investigating all possibilities as to what caused MH370 to deviate from its original flight path. This new satellite information has significant impact on the nature and scope of the search operation. We are ending our operations in South China Sea and reassessing the redeployment of our assets. We are working with the relevant countries to request all information relevant to the search, including radar data. As the two new corridors involve many countries, the relevant foreign embassies have been invited to a briefing on the new information today by the Malaysian Foreign Ministry and the technical experts. I have also instructed the Foreign Ministry to provide a full briefing to foreign governments which had information, which had passengers on the plane. This morning, Malaysian Airlines has been informing the families of the passengers and crew of these new developments. Clearly, the search for MH370 has entered a new phase. Over the last 7 days, we have followed every lead and looked into every possibility. For the families and friends of those involved, we hope this new information brings us one step closer to finding the plane. Thank you. Okay, with that, we conclude the session for today. Donc là, le ministre précise que ils ont forcément recentré leurs investigations sur l'équipage et les passagers à bord de l'avion, et que, en dépit de ce que disent les médias, que l'avion a été hijacked, c'est-à-dire que quelqu'un a pris le contrôle de l'avion, donc détourné. Il veut être très clair, il dit qu'ils investiguent toutes les possibilités qui peuvent causer justement le MH370 à dévier de sa trajectoire initiale. Donc oui, c'est tout à fait une réponse qui est normale. Donc il ne confirment pas forcément ça, ils disent qu'il y a bien un acte volontaire à bord, par qui ils ne peuvent pas le dire, mais ils ne disent pas non plus qu'ils éludent cette possibilité-là. Voilà. Ensuite, il dit également que les informations satellites ont donc un impact significatif sur la nature et sur les opérations de recherche. Et c'est pour cette raison, derrière, il dit qu'il annonce la fin des opérations de recherche en mer de Chine. La décision, elle est tout à fait normale. Si vous la comprenez de la manière dont je vous ai expliqué ces données satellites par rapport au discours qu'il tient, c'est tout à fait cohérent. Contrairement à ce que certaines personnes disent, on a cherché pendant 5 jours, soit pour rien, ou on a attendu pendant 5 jours pour parler de ça. Là, en l'occurrence, on est 7 jours. Parfois, on entend dire que les autorités malaisiennes ont caché pendant 1 semaine, jusqu'au moment où le Premier ministre annonce ça, pour dire que les autorités, en fait, ont caché le demi-tour de l'avion. Ça n'est pas vrai du tout. Je vous renvoie vers les conférences de presse précédentes. C'est vraiment un point sur lequel je veux insister. Ça n'est pas vrai. Les autorités n'ont jamais caché ce demi-tour. Ils en ont toujours parlé avec prudence
Et aujourd'hui, ils ont la confirmation avec ces données satellites que l'avion a bien fait demi-tour. Donc, sur cette première semaine de la disparition de l'avion, l'analyse que moi j'en fais de la communication des autorités, il y a peut-être des points qu'on peut reprocher, ils n'ont peut-être pas été assez précis sur certaines choses. Sur le nombre de passagers qu'il y avait à bord, est-ce que les bagages avaient été enlevés ou non? Oui, il y a eu des petits loupés là-dessus qu'ils ont corrigé, recorrigé. Ok, on ne peut pas reprocher ça, ça arrive dans la communication, c'est normal. Des informations dans ce genre d'affaires, on a de nouvelles informations qui arrivent, d'autres qui viennent confirmer ou qui viennent annuler une information qu'on a dit. Donc, ce genre d'éléments, ça ne me choque pas. Quand je regarde la communication des autorités malaisiennes sur le demi-tour possible de l'avion, sur les données radars, sur les raisons pour lesquelles ils ont continué à chercher en mer de Chine, et qu'en parallèle, ils cherchaient quand même dans le détroit de Malacca, à l'ouest de la Malaisie, je suis désolé. Si vous avez le même œil que moi et que vous avez vraiment compris ce que je vous ai montré dans ces vidéos, moi je n'ai pas inventé ces vidéos, ce sont réellement les conférences de presse, eh bien les autorités malaisiennes se sont montrées, moi je trouve, très transparentes sur ce sujet. Sur d'autres sujets, on peut en débattre. Mais sur cette première semaine de la disparition, je trouve que les autorités malaisiennes ont été parfaitement transparentes sur cette notion de demi-tour de l'avion ou pas. Voilà. Je ne détaille pas après la fin de la conférence. Ça n'a pas trop d'intérêt. Il n'y a pas eu de questions. Voilà. Donc j'espère que cette conférence de presse qui est extrêmement importante dans le déroulé des recherches du MH370 va vous apporter un peu les éclairages que vous avez peut-être besoin pour comprendre un petit peu le message du Premier ministre à ce moment-là, toujours de manière factuelle. Si vous avez des questions sur la vidéo, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y réponds avec grand plaisir. Et je vous dis à une prochaine vidéo, on fera bien sûr le jour suivant. Hein. Voilà, on va continuer à faire les vidéos des jours après jour. Pour celles que j'ai quasiment toutes les vidéos, donc je vais continuer à les publier et à vous les expliquer comme je le fais là, avec le texte. Le texte que je récupère, c'est le texte que je récupère de la part des autorités malaisiennes, c'est-à-dire la transcription écrite de chacune des conférences qui a été faite par les autorités malaisiennes. Donc là aussi, je ne l'invente pas, ce sont des informations qui sont publiques sur le site consacré au MH370 par les autorités malaisiennes. Donc ce sont des informations officielles qui nous permettent justement de vérifier ce qui est dit dans la vidéo, mais également par écrit, de façon à vérifier que tout est bien correctement retranscrit et également qu'aucune information n'est oubliée. Je vous dis à bientôt.